Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première des Mali Actualité et les titres. 7 jours pour juger 25 affaires impliquant 45 accusés pour atteinte à l'intégrité physique au crime de sang. C'est en chiffre la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kaya. Une session ouverte hier avec un plaidoyer des avocats. La dignité des accusés doit être observée. Les Bissau-Guinéens votent le 6 décembre 2026 pour les élections législatives et présidentielles. Un double scrutin censé marquer le retour des civils au pouvoir. C'est le président de la transition qui l'annonce dans un décret publié hier. Les groupes armés enlèvent plus de 170 fidèles chrétiens dans le nord-ouest du Nigeria. Et un nouvel enlèvement de masques qui ravive les tensions dans le pays. C'est un héritage ancestral qui aurait moins de poids aujourd'hui dans la société malienne. Il s'agit de la solidarité devenue aujourd'hui plus qu'un mot, qu'un comportement non pas sans raison et sans conséquence. On en parle dans le grand format de cette édition avec Ramata Konate. La 10e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier et s'ouvre demain vendredi sur le continent. La 3e journée des matchs de groupe de la Ligue des champions. Plus de détails dans la page sport. La chronique judiciaire revient sur le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Deux textes majeurs qui jettent les bases d'une justice plus équitable et plus efficiente. Explication en fin d'édition avec Garibou Pérou. C'est tout pour les titres. Le quartier de Koulouba dispose depuis hier d'un nouveau commissariat de police, de quoi rallonger la liste des infrastructures déjà réalisées au profit des hommes en uniforme. L'objectif est de permettre à nos forces de sécurité de mener avec efficacité leurs missions régaliennes de protection des personnes et de leurs biens. Abdul Karim Kaba nous raconte. La dynamique de lutte contre l'insécurité et veiller au respect des lois tout en maintenant l'ordre public, c'est dans ce contexte que le nouveau commissariat de Koulouba est inauguré. Le bâtiment flambant neuf a été entièrement financé sur le budget national. Affecté par les travaux de l'aménagement de la voie de Koulouba, le nouveau commissariat juste l'ancien en allant à Kati. Contrôleur général Youssouf Kone, directeur général de la police. Il se présente désormais comme un solide chef-d'œuvre administrative et architecturelle sur la colline de Koulouba. Ce commissariat, dis-je, est indiscutablement incomparable par sa splendeur et sa beauté aux autres infrastructures dont nous disposons présentement. Comparé à l'ancien commissariat qui faisait face et qui était à la fois vétuste et exigu, celui-ci répond à toutes les commodités d'un commissariat type de sécurité publique. Tout cela dans la dynamique des efforts des autorités de la transition à lutter efficacement contre l'insécurité et le banditisme. Omar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit de renforcer la présence policière en améliorant la perception de la sécurité au sein de la communauté, de rendre les locaux plus adéquats aux besoins modernes des forces de l'ordre et de créer un environnement plus sécurisé grâce à une meilleure visibilité et à une plus grande accessibilité des forces de l'ordre. L'ouverture de ce commissariat au lendemain de la célébration de l'anniversaire de la création de l'armée malienne est une démarche concrète des autorités de la transition pour rapprocher l'État des citoyens et renforcer la prévention autant que la répression. Oui, Koulouba inaugure son nouveau commissariat au moment où s'ouvre à Kaye la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance. Pendant une semaine, les magistrats professionnels vont juger 25 affaires impliquant 45 accusés pour atteinte à l'intégrité physique, aux mœurs, aux crimes de sang. Dans cet exercice, la dignité des accusés doit être observée, plaident les avocats. Retour sur l'ouverture de la session avec Balkissa Sadib Chérif Aïdara.
À situation particulière, mesures particulières. Les cours d'assises laissent désormais place aux chambres criminelles dans le jugement des affaires criminelles par le tribunal de grande instance de Caille. Dès l'entame de cette première chambre criminelle, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caille a fait le point des affaires inscrites au rôle de la session. Mohamed Almoumaïga. Monsieur le Président, vous aurez la lourde tâche d'être non seulement les précurseurs de la chambre criminelle de Séan, mais vous vous pencherez sur 25 dossiers criminels et vous aurez entre vos mains le sort de 45 accusés pour des faits allant des atteintes aux biens, aux crimes de sang et d'atteinte aux mœurs. Maître Touéfon Moukoro, président de l'ordre des bâtonniers de Caille. Nous, les avocats, nous avons été choisis pour défendre d'office les accusés. Il va arriver aussi qu'on défende les parties civiles. À tous mes confrères ici présents, je voudrais que les accusés, nos clients, qu'ils soient défendus en maintenant leur dignité, faire observer qu'ils sont des hommes comme nous, qui ont peut-être eu la malchance de se trouver là, en ces moments précis. La chambre criminelle est qualifiée par le président du tribunal de grande instance de Caille comme l'une des innovations majeures consacrées par la loi numéro 2024-028 du 13 décembre 2024 portant code de procédure pénale en République du Mali. Madimansa Kanté, président du tribunal de grande instance de Caille. La chambre criminelle du tribunal de grande instance a l'avantage, contrairement à sa devancière, la cour d'assises, d'être une formation permanente. Sous cet angle, le traitement des affaires criminelles qui ressortent de sa compétence va connaître une célérité et le coût honoré des assises tombe. À l'antipode toujours de la cour d'assises, la chambre criminelle est essentiellement composée de magistrats professionnels, sans aucune présence d'assesseurs. Elle assure aux plaideurs le principe du double degré de juridiction, ce qui est une garantie pour ceux-ci, leurs affaires pouvant être examinées au fond à deux niveaux, le tribunal de grande instance et la cour d'appel avant la cour suprême. Ainsi, jusqu'au 27 janvier 2026, des magistrats professionnels en service au tribunal de grande instance de Caille vont traiter les 25 affaires reparties en crimes d'atteinte à la propriété et à la personne humaine, dont les atteintes à l'intégrité physique et aux bonnes mœurs. Caille, Balkissa Sadi Boucheri Faïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. 7h07 à Bamako, hors des frontières maliennes. En Côte d'Ivoire, Robert Begré Mambé reste à la tête du gouvernement. Il a été reconduit hier par le président Alassane Ouattara. Une nomination qui intervient un mois après la large victoire du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix RHDP aux élections législatives. Les élections législatives couplées avec la présidentielle se tiennent en Guinée-Bissau le 6 décembre 2026, censées marquer le retour des civils au pouvoir. C'est ce qu'a annoncé le président de la transition, le général Horta Tam, selon un décret publié hier, lequel précise que toutes les conditions pour l'organisation des élections libres, justes et transparentes sont réunies. Des élections qui devraient se dérouler sans l'actuel chef de l'État, d'après la charte de la transition publiée début décembre. Pendant ce temps, plus de 170 fidèles chrétiens sont kidnappés dans 3 églises isolées de la région de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. Ce nouvel enlèvement de masse ravive les tensions, alors que le président américain Donald Trump a dénoncé ces derniers mois ce qu'il qualifie de massacre des chrétiens dans le pays. Pas d'enlèvement au Mozambique, mais les inondations font désormais 114 morts selon un nouveau bilan communiqué par les autorités. L'Institut national de gestion et réduction des risques des catastrophes estime à près de 700 000 le nombre de personnes affectées par les inondations, avec la destruction d'environ 5 000 maisons à travers le pays. Au même moment, l'armée congolaise signe son retour dans la ville d'Ouvira, ce qui pousse environ 1 millier de personnes à fuir, principalement des Baya-Moulingué, des Tutsis congolais, ainsi que des personnes accusées d'avoir collaboré avec les mouvements armés AFC M23. Par ailleurs, la société civile d'Ouvira dénonce la recrudescence des tueries, attaques ciblées, vols et arrestations arbitraires qui auraient repris dans la deuxième ville du Sud Kivu. Elle s'alarme également de l'interruption du trafic entre Ouvira et Bukavu. Terminons ce tour d'horizon par Davos en Suisse, où le président américain a annoncé qu'il levait la menace des droits de douane contre plusieurs pays européens. Donald Trump assure avoir conçu les cadres d'un futur accord concernant le Groenland et toute la région arctique au cours d'une réunion très productive avec les chefs de l'OTAN selon ses propres termes. AES Actualité.
Dans l'actu de l'AES, le chef de l'État du Burkina Faso reçoit le président de la commission de l'UEMOA avec le capitaine Ibrahim Traoré. Abdoulaye Diop dresse un bilan positif de la situation économique de l'Union et salue la résilience ainsi que la bonne dynamique macroéconomique enregistrée. Le patron de l'UEMOA que vous allez entendre souligne que les initiatives présidentielles sont en parfaite cohérence avec le plan stratégique Impact 2030 de l'UEMOA. Il s'exprime à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la radio du Burkina. C'était l'occasion pour nous de saluer les performances spécifiques du Burkina Faso dans tous les domaines que nous avons parcourus, à savoir la croissance économique, l'inflation, la dette, les comptes extérieurs, le solde budgétaire, etc. Dans tous ces domaines, nous avons noté des résultats appréciables aussi pour le Burkina Faso, plus qu'appréciables d'ailleurs pour le Burkina. Cette rencontre m'a permis aussi de réaffirmer au président toute notre satisfaction par rapport à ce que nous avons noté ces 2 dernières années au niveau du Burkina Faso, avec la capacité très forte de mobilisation de ressources. C'est une expérience que nous avons notée et qui doit être partagée, cette capacité à mobiliser des ressources qui permet de consolider les comptes publics, de consolider la situation budgétaire et de donner plus d'espace budgétaire aux États pour faire face aux besoins des populations, faire face aux différents engagements qu'ils ont. Je pense que cela est important et nous avons aussi marqué toute notre satisfaction aussi par rapport à beaucoup d'initiatives prises par le président du Faso dans le cadre des politiques de création d'emplois. Nous avons échangé sur le Fasonabo, qui est une initiative très importante que nous saluons, qui est une initiative IMO, comme on dit, haute intensité en main-d'œuvre, qui permet de donner plus d'emplois. Nous avons aussi salué tout ce qui a été engagé pour valoriser les productions nationales dans le domaine agricole en particulier et dans le domaine des minéraux aussi. Donc tout cela, c'est pour valoriser, créer plus de valeur ajoutée, exporter plus de produits de valeur à l'extérieur plutôt que d'exporter uniquement des produits bruts. Donc ça aussi, c'est une démarche que nous avons saluée. Les orientations qui ont été données par le président du Faso, c'est des orientations qui vont vers une meilleure gestion économique, consolider les acquis dans le domaine de la gestion économique. C'était à l'instant le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, reçu en audience par le président du FASO. Une audience qui se tient au moment où Niamey est en pleine préparation de la foire des maraîchers de la région d'Agadez. Déjà, les étals sont bien achalandés et l'engouement de la population est palpable. Avant l'ouverture officielle de ce marché commercial des produits frais, faisons un tour sous la conduite de Awa Sefa de la radio du Niger. Des étals bien remplis de couleurs et une forte affluence de clients, la foire des maraîchers de la région d'Agadez a ouvert ses portes à Niamey. Placée cette année sous le thème « Consommons nos produits dans l'espace AES », cette foire contribue à renforcer la sécurité alimentaire du pays. Pommes de terre, oignons, agrumes et autres fruits et légumes attirent l'attention au point que certains fruits sont déjà totalement écoulés. Face à cette demande, les organisateurs et les producteurs n'ont pas tardé à réagir. Une nouvelle commande de produits est actuellement en cours. Hamidi Yahya, président du comité d'organisation de la 15e édition. Nous avons constaté que, en tout cas, la population de Niamey a répondu à l'appel du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage pour venir soutenir les producteurs. Nous avons évalué les produits, surtout les agrumes. Et là, nous n'avons pas sur les 4000 cartons qui sont arrivés, nous sommes à presque 200 cartons qui restent. Ça veut dire que là, il faut forcément lancer une commande et la commande est déjà lancée. Les ventes se poursuivent progressivement. Les produits s'écoulent petit à petit. Une mobilisation qui témoigne de l'intérêt grandissant des populations pour les produits maraîchers locaux. Morou Aboubakar Faisal, un client que nous avons trouvé sur place. Je suis venu visiter, après la petite visite que j'ai effectuée, et vu que j'ai vu que vraiment beaucoup de produits sont vraiment plus abordables, je vais profiter du foire pour acheter des vivres, des pommes de terre, de l'oignon et autres. La pomme de terre. Parce que sur les marchés, ça se vend à 600 francs, voire au-delà. Tandis qu'ici, les kilos se vendent à 450.
voire à 400 même si vous voulez plusieurs kilos. Notons enfin qu'à quelques jours seulement de son ouverture officielle, la foire des maraîchers d'Agadez affiche déjà des signaux encourageants entre affluence des clients, produits en rupture et nouvelles commandes en cours. Cette édition s'annonce prometteuse, confirmant une fois de plus l'importance qu'accorde la population aux produits locaux. Dans la société traditionnelle malienne, la solidarité n'était pas un simple mot, mais un comportement. Chaque coup porté à un membre d'une famille était durement ressenti par les autres. Cette entraide a fortement contribué à consolider la cohésion sociale et à faciliter le bon vivre ensemble. Un héritage ancestral qui perd de plus en plus sa valeur, non pas sans raison et sans conséquence. On en parle dans le grand format de cette édition, signé Ramata Konaté de notre bureau régional à Ségou. Dans la société traditionnelle malienne, la solidarité a toujours guidé le pas ou façonné la vie quotidienne des hommes. Soutenue et confortée par la notion de famille élargie, la solidarité ou le soutien, l'assistance ou encore la générosité mutuelle est fortement ancrée dans les comportements, faits et gestes de tous les membres de la famille et entre voisins. Diahara Balo, personne ressource. C'était mieux. À notre époque, la solidarité était très présente, comme le soutien des riches aux moins natifs. S'accorder du crédit dans la discrétion et aider les vieilles personnes en transportant leurs charges. Mamadou Koulibaly Dibaini, traditionnaliste. Autrefois, pour le mariage, la famille cotisait 100 francs, 200 francs au nom de chaque garçon du groupe d'âge. Et en cas de décès, la famille en deuil était exemptée de préparer à manger. C'est son entourage qui amenait des plats, des céréales pendant plusieurs jours, ce qui nous a permis à cette époque de vivre ensemble en harmonie. Docteur Amadou Traoré, sociologue. Dans des sociétés traditionnelles et à faible densité, nous assistons à une forme de solidarité liée au rapport plus physique que nous pouvons qualifier de solidarité mécanique, donc aux solidarités liées à la parenté, au voisinage, à la proximité. Grâce à cet héritage culturel, les uns et les autres sont restés soudés dans certaines familles. C'est le cas de la famille Sako à Amdalaï Ségou. Hassana Bisri Baba Sako, membre de la famille Sako. Nous sommes d'une famille polygame. On n'a jamais vu nos mères que les gens sont venus les séparer, se disputer. On n'a jamais vu nos pères se discuter avec nos mamans, jamais. On n'a jamais séparé deux frères chez nous ici. Quand je suis à Bamako, quand mes enfants tombent malades, ce sont mes grands frères et mes petits frères qui sont là, qui prennent la charge de ces enfants-là. On ne me dit rien à Bamako. J'ai un jeune frère, Ablaï Saoui, qui est là. Il a été rendre visite au cimetière. Il a vu que la tombe de ma femme, il y avait des trous. J'ai appelé les jumeaux. Ils ont apporté du sable et puis du gravier. Ils ont bien fait la tombe. La solidarité a quitté la famille puis aller au cimetière. Ceux dans la vie qu'on n'oublie jamais. Tu ne peux jamais avoir des mauvaises intentions à l'endroit d'un frère qui te fait ça. Des gestes de solidarité loin des regards extérieurs viennent ainsi renforcer les liens de parenté et de voisinage. Hassana Bisri Baba Sako, membre de la famille Sako. Ça a servi pour nous à vivre en paix, en harmonie dans la famille. Rien ne vaut que la paix de cœur, la paix des esprits. Massan Sako, sœur de Hassana. De nos jours, le manque de solidarité et de pitié est à l'origine de beaucoup de nos problèmes. Mais chez nous, Dieu merci, vraiment la solidarité est plus qu'un sacerdoce. Et les enfants sont en train de perpétuer cette valeur fondamentale. Cette solidarité informelle a évolué avec les mutations sociales et géographiques comme l'urbanisation. Docteur Amadou Traoré, sociologue. Au lieu d'être solidaire parce qu'on se connaît, parce qu'on est des parents, parce qu'on est des voisins, on est solidaire autour des projets, autour des intérêts. Et cette forme de solidarité s'appelle la solidarité organique. Avec le développement et la mondialisation, nous sommes influencés par d'autres pratiques donc, qui jouent sur nos us et coutumes, nos traditions. Donc ce qui fait qu'il y a un individualisme qui se développe. Mamadou Koulibaly Dibaini, traditionnaliste. L'entraide est devenue aujourd'hui
un fardeau avec des formes d'exhibition de richesses lors des événements comme le baptême. En fouillant davantage dans notre héritage culturel, nous pouvons y puiser des éléments positifs susceptibles de consolider nos relations sociales. Hassana Bissri Baba Sako, membre de la famille Sako. Il faut commencer d'abord par l'amour entre vous-même. Il faut vous aimer. Comme entre nous dans la famille, les premiers secours derrière c'est son parent, c'est son frère de lait. Et dans le voisin, ton premier secours, c'est ton voisin. En cas de problème, celui qui peut te venir en aide immédiatement, c'est ton voisin direct. Donc fais tout pour t'entendre avec vraiment ce voisin-là. Aboubakar Sada Touré, cousin de la famille Sako. Les parents doivent être de bons exemples. Aussi, nous gagnerons à perpétuer nos valeurs ancestrales comme l'entente, la solidarité, la droiture pour le bonheur de la famille et de la communauté. Docteur Amadou Traoré, sociologue. Pour les frères et sœurs, l'assistance est moralement obligatoire, les cousins. Et dans cette assistance, c'est l'entraide. Au lieu de toujours donner des miettes, si vous avez la possibilité de développer des projets pour ceci, je pense que c'est la meilleure forme d'aide. La solidarité, c'est lorsqu'on se parle, lorsqu'on se donne des idées. Alors, il faut au sein des familles développer le conseil familial, ne serait-ce que pour 30 minutes. Ça peut être une fois par semaine. Comme quoi, le renouveau du Mali repose sur la sauvegarde, le maintien de nos valeurs culturelles comme la solidarité. Ségou Ramata Konaté et Karamogo Traoré pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, la 10e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier et s'ouvre demain vendredi sur le continent la 3e journée des matchs de groupe de la Ligue des champions. En Europe, il est question de la 7e journée de la Ligue Europa. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la 10e journée hier avec 4 rencontres. Le championnat national de Ligue 1 professionnel Orange a bouclé sa 10e journée hier avec 4 rencontres. Le repêché FC Diarra a fait par le score de 4-0. L'AS Real de Bamako a été tenu en échec par l'ASCO 1 but partout. L'US Bougouni et Derby Academy ont fait match nul 0-0. Dans le duel des mal classés, le FC Malkoura et les 11 créateurs de Nyarela ont fait jeu égal 0-0. En ouverture mardi, l'AS Bakardiani Barawili et l'US Bougouba n'ont pas pu se départager. Ces deux équipes se sont neutralisées 1 but partout. Le classement est dominé par l'AS Real de Bamako qui compte 21 points, devant Bingan FC 20 points et un match en retard. Les FC Diarra avec également 20 points complètent le podium. Les 11 créateurs de Nyarela avec 6 points et le FC Malkoura 5 points occupent respectivement les 13e et 14e places. Les rencontres Issois Stade Malais de Bamako et Bingan FC Djulba AC sont reportées en raison des compétitions africaines des clubs qui reviennent avec leur 3e journée des groupes après la pause liée à la CAN. Cette 3e journée des groupes commence d'ailleurs demain vendredi avec des oppositions. Dans le groupe B à 16h, à la Ligue d'Égypte, Akira Young African de Tanzanie. Dans le groupe C à 18h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et recevra Al Hilal d'Omdurman du Soudan. Dans le groupe D dimanche à 16h au stade du 26 mars de Rimadio, les stades malais de Bamako, Akira Petro Luanda d'Angola. Avec 4 points chacune après 2 journées disputées, ces deux équipes occupent les 2 premières places de ce groupe. En cas de victoire à domicile, le stade malais de Bamako va s'installer seul à la tête de ce groupe. En Coupe de la Confédération, la 3e journée débute samedi avec un seul match qui mettra aux prises dans le groupe A l'USM d'Alger et le Djulba AC. Ces deux équipes vont s'affronter dans une sorte de rencontre des deux extrêmes du groupe, car l'USMA est leader avec 6 points, tandis que le Djulba AC est lanterne rouge sans le moindre point après 2 journées jouées. En Europe, la 7e journée de la Ligue Europa se joue ce jeudi. Au programme, 18 rencontres, parmi lesquelles 4 concernent des Maliens. Braga de Sikou Niakate accueillera les Anglais de Nottingham à 20h. Red Bull Salzbourg de Soumela Diabaté recevra les Suisses du FC Bâle à 20h également. Tel Aviv d'Issou Sissoko sera en déplacement chez les Allemands de Fribourg à 17h45. Feyenoord de Gassou Kiassou Diarra, absent pour blessure, sera l'hôte des Autrichiens de Sturm Graz à 17h45. Entre autres affiches à suivre, Roma Stuttgart à 20h, Bologne Celtic, Young Boys Lyon, Fenerbahçe Aston Villa, Pauka Betis Séville, Fleizen FC Porto. Toutes ces rencontres se jouent à 17h45 GMT. Chronique judiciaire. C'est une étape importante franchie dans la refonte du système judiciaire national. Depuis le 13 décembre 2024, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale sont en vigueur au Mali. Les deux textes sont perçus comme une avancée majeure et jettent les bases, selon les initiateurs, d'une justice plus équitable et plus efficiente. La chronique judiciaire de ce jeudi revient sur ces réformes et les signée Garibou Pirou. Une institution séculaire s'efface du paysage judiciaire. Il s'agit de la cour d'assises. Cette juridiction chargée de juger les crimes
crimes les plus graves disparaît définitivement dans le code de procédure pénale en vigueur. En son lieu et place, la chambre criminelle intégrée au sein du tribunal de grande instance. Mangal Traoré, magistrat. Toutes ces infractions de gravité élevée qu'on appelle crimes étaient déférées en principe pendant plus de 60 ans devant les cours d'assises. Aujourd'hui, les cours d'assises n'existent plus, ont été supprimés. La suppression de la cour d'assises n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long processus de réflexion sur l'efficacité, l'accessibilité et la modernisation de la justice pénale. Pour organiser une session d'assises, ça demande des coûts financiers extrêmement élevés. En termes des membres même qui composent ce qu'on appelle le jury, qui doivent compléter la cour en même temps que les magistrats professionnels qui ne sont pas toujours domiciliés ici à Bamako. Donc il faut faire venir toutes ces personnes-là pendant plusieurs mois, parce que les sessions d'assises durent des mois, et assurer leur entretien, leur hébergement, leur transport. Et la même chose vaut pour les témoins aussi qui peuvent être appelés à comparaître devant cette cour pour témoigner. Je ne parle pas du cérémonial qui est lié à tous les piquets de sécurité et tout. Et donc tout ceci, c'est des coûts financiers extrêmement élevés, et qui font que dans l'année, il est difficile de tenir plus de 3 sessions d'assises. Une session d'assises, c'est à peu près entre 50 et 60, maximum 80 dossiers que les cours d'assises examinent au cours d'une session. En parlant de 500 dossiers en attente de jugement, si vous faites un petit exercice, vous vous rendez compte qu'en organisant ne serait-ce que le maximum de sessions dans l'année, vous jugerez au maximum 200 dossiers sur les 500. Donc il y a 300 dossiers qui vont rester. 300 détenus qui vont attendre d'être jugés. Est-ce qu'on pouvait continuer avec ce même dispositif en laissant croupir des accusés en prison pendant des années? Trop lourde, trop coûteuse, trop lente, la cour d'assises, avec ses procédures parfois archaïques, peinait à répondre aux questions d'une justice rapide, équitable et compréhensible pour tous. En revanche, la nouvelle chambre criminelle, tout en conservant la gravité nécessaire au jugement des crimes, s'inscrit dans une logique de rationalisation et d'efficacité. Avec les chambres criminelles qui vont désormais fonctionner, une fois que l'affaire est réglée, bouclée, on n'a plus besoin d'attendre des années. C'est-à-dire qu'on peut tenir des audiences criminelles une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Ça dépendra du rôle, du volume de travail qui existe au niveau du tribunal concerné. Loin d'être une régression, cette réforme renforce certains principes essentiels du procès pénal. Ainsi, le principe de la plénitude des juridictions est maintenu. Mieux encore, l'obligation de motivation des décisions devient une règle intangible. Là où les arrêts d'assises étaient parfois rendus sans justification écrite, en vertu du secret des délibérations, chaque jugement de la chambre criminelle devra désormais être justifié. Autre avancée majeure, le droit d'appel est consacré. Désormais, toute partie au procès, qu'il s'agisse de l'accusé, de la victime ou du ministère public, pourra attaquer la décision rendue devant une juridiction supérieure. Un accusé, s'il estime qu'il a été condamné à tort, il peut relever appel et cette même affaire sera examinée de nouveau devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Donc ses droits sont mieux garantis. La réforme prévoit également la tenue d'audiences criminelles de manière permanente, conformément à l'article 480 du nouveau code de procédure pénale, une disposition qui devrait avoir un impact immédiat sur la fluidité du traitement des dossiers et par ricochet sur le désengorgement progressif des établissements pénitentiaires. Dans le nouveau code, il est prévu qu'à toutes les phases de la procédure, c'est-à-dire depuis le début, depuis la phase d'enquête, les unités d'enquête au niveau des commissaires de police, des brigades de gendarmerie ont l'obligation d'informer déjà les victimes par rapport aux faits commis et sur leurs droits. Et cette information qui concerne les victimes concerne également les personnes poursuivies. Donc c'est une information à tous les niveaux de la chaîne pénale. La protection des droits de la défense reste au cœur du dispositif. Les garanties procédurales sont réaffirmées, les droits des accusés consolidés. À chaque étape, la réforme s'attache à concilier l'exigence d'efficacité judiciaire avec le respect des libertés fondamentales. On peut avoir les meilleurs textes du monde. Si l'application ne suit pas, on aura des textes qui vont rester purement dans le domaine de la théorie. La cour d'assises est morte. Vive la chambre criminelle plus rapide, plus accessible, mieux encadrée juridiquement. Il appartient à chacun, magistrat, avocat, greffier et citoyen, de faire vivre cette nouvelle juridiction avec rigueur et humanisme.
Merci Garibou Pérou. C'était l'essentiel de l'actualité en ce jeudi 22 janvier 2026. Cette première tranche d'information vous a été servie par Mamadou Boubacar Diallo à la mise en onde, à la mise en ligne Badi Touré et au micro Brahma Traoré. Retrouvez Moussa Koulibaly pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.